Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 6. Célia. À écouter Célia Samba, on se prend à souhaiter de pouvoir un jour consulter ce futur médecin à l'incroyable humanité. Tout chez Célia force le respect. Sa détermination, sa droiture, son engagement sans faille et son talent. Car cette étudiante, en 5e année de médecine, a trouvé le temps d'écrire un roman primé au concours littéraire Nos Futurs. Son sujet ? La rencontre d'une jeune femme et d'un homme à la rue. L'humanité, encore. J'ai toujours voulu devenir médecin depuis que je suis toute petite. Je devais avoir 4 ou 5 ans quand j'ai commencé à souhaiter faire ce métier. Je voulais être auprès des personnes malades. Et finalement, j'ai simplement suivi ce que je souhaitais et j'ai eu la chance que ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Et je regrette absolument pas mon choix. Ma maman est médecin, donc au début je pense qu'elle pensait pas que je persisterais dans mon choix et donc dans ce choix de parcours. Je crois qu'elle n'y était pas spécialement favorable parce qu'elle sait que ce sont des études extrêmement difficiles et que c'est un métier qui requiert aussi souvent malheureusement un sacrifice de sa vie personnelle. Et je pense qu'elle a eu des choix à faire, notamment elle par rapport à sa vie en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que mère, par rapport à sa vocation de médecin. Et peut-être que finalement, elle n'avait pas forcément envie que je sois dans un domaine aussi contraignant pour ma vie personnelle. Je pense que ma grand-mère, donc sa propre mère, qui était aussi médecin, mais alors dans les années, il y a très longtemps, avait aussi dû faire ces choix-là. Et finalement, je pense que voir sa fille faire le même métier, on doit sûrement projeter les difficultés qu'on a eues soi-même et se dire que peut-être qu'on aimerait que son enfant les évite. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est très contente que je fasse ça. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est de la médecine générale parce que j'aime le côté très transversal de cette discipline. J'aime le côté suivi, j'aime le fait qu'on puisse donc suivre un patient, mais également ses parents, voire ses grands-parents et ses enfants. Que ce soit une médecine pour tous les âges en fait, avec beaucoup de suivi, beaucoup de social aussi, parce que finalement les gens vont souvent aussi chez le médecin pour déverser leurs difficultés dans la vie quotidienne, que ce soit des conflits ou des problèmes personnels ou des problèmes dans leur travail. Et j'aime beaucoup ce côté très humain et très global de la médecine générale. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas une spécialité. Il suffit de faire le cursus de base pour être médecin généraliste et tout le monde est médecin généraliste par défaut et ensuite on fait une spécialité. C'est pas du tout le cas. La médecine générale aujourd'hui, c'est 3 ans d'études supplémentaires et c'est une spécialité à part entière. Et en fait, pour beaucoup de gens, ça reste une sous-spécialité malheureusement et donc c'est la première chose qu'ils envisagent, alors que les garçons, en général, on a plutôt tendance à leur demander s'ils vont faire de la cardiologie. Et donc, en général, quand on me pose la question et que je sens qu'il y a quand même un peu de préjugés derrière, soit j'ai le temps et je démonte les préjugés concernant la médecine générale, avec grand plaisir, soit j'ai tendance à répondre ce qu'on n'attend pas de moi, donc neurochirurgienne ou cardiologue. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que les gens soient un peu plus ouverts, pour certains, heureusement pas tous. Le monde hospitalier, comme le reste du monde, ne fait pas exception et demeure le lieu d'un certain nombre de remarques et de clichés sexistes. Dans les blocs de chirurgie, c'est assez dramatique. Par contre, c'est vrai qu'on a quand même toujours tendance à, quand on arrive à... ça arrive souvent qu'on me dise quand je rentre et que je me présente comme étudiante en médecine, vous êtes l'infirmière. Et alors j'ai une admiration sans borne pour les infirmières. Elles font un métier absolument incroyable et je pense que je n'aurais pas la force de le faire. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression que pour un certain nombre de personnes, surtout âgées, en fait, les femmes ne peuvent pas forcément être médecins ou étudiantes en médecine. Des fois, il faut le répéter plusieurs fois, voire des fois, les gens nous regardent avec un peu un air de « Ah bon, vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompée ?» Et en fait, non, je ne me suis pas trompée.
J'ai aussi rencontré des patients qui ont pu me poser des questions déplacées, ou même sans aller jusqu'aux questions, même des regards complètement déplacés. Les patients qui nous demandent si on a quelqu'un, s'ils peuvent avoir notre Facebook. Quand j'étais en 2e année, j'en avais même un qui me parlait en anglais, qui me parlait en français quand c'était des questions relatives aux soins, et en anglais quand c'était des questions relatives à ma vie privée, et qui pouvait plus me dire des choses du genre je me souviendrai toute ma vie de votre odeur, mademoiselle. Enfin, vraiment gênant et complètement déplacé. Et c'est vrai que non seulement ça met très mal à l'aise et c'est absolument ça ne devrait pas avoir lieu. Mais en plus, je pense que moi, ça m'a posé problème parce que des patients comme ça, ce patient-là, en l'occurrence, je n'avais pas pu l'examiner comme je l'aurais souhaité, de manière professionnelle, parce que palper les cuisses ou des zones intimes d'un patient qui vous fait ce genre de remarques, en fait, quand on a 19 ans, 20 ans, ou même 30 ou 40, en fait, ça met super mal à l'aise. Et c'est vrai que non seulement c'est très gênant, déplacé, et ça ne devrait pas arriver, mais en plus, moi, ça me renvoie finalement à ce que je peux faire en tant que soignante, parce que ça me met des bâtons dans les roues pour exercer mon métier correctement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le genre de patient que finalement j'ai plus de mal à prendre en charge, en tout cas à faire de mon mieux pour les prendre en charge. Et ça m'est arrivé une fois face à un patient qui avait une attitude complètement déplacée avec toutes les femmes du service, de demander à changer de patient et à ce que ce soit un de mes collègues masculins qui s'en occupe. Les études de médecine se féminisent entre guillemets de plus en plus. On devient une majorité de filles étudiantes. Donc c'est quelque chose qui s'inverse. Alors bien sûr, il y a des spécialités qui restent plus masculines, je pense à la chirurgie notamment, mais ça a de plus en plus tendance à changer et je pense que c'est une bonne chose. Je pense aussi que les jeunes médecins, d'une manière générale, que ce soit les femmes ou les hommes, veulent moins sacrifier toute leur vie à la médecine et ne sont plus prêts à accepter un certain nombre de sacrifices que nos aînés ont pu faire, ce qui nous est parfois reproché d'ailleurs, que ce soit par des médecins seniors ou plus âgés ou par le gouvernement. Mais je pense que c'est une bonne chose qu'on apprenne aussi à équilibrer notre vie personnelle et nos vies professionnelles et qu'il va falloir que le système aussi s'adapte parce qu'effectivement, les gardes de plus de 24 heures qui sont en théorie pas réglementaires mais qui sont effectuées dans les faits, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent et qui doivent changer d'une manière générale pour qu'on travaille dans des meilleures conditions et donc qu'on soigne mieux nos patients et aussi qu'on soit mieux dans nos vies personnelles. Peut-être le fait qu'il y ait plus de femmes va démocratiser le fait que oui, je pars en congé maternité, oui, je veux faire chirurgienne et être mère de famille. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose de normal, malheureusement. Le nombre de services dans lesquels, quand on arrive pour l'internat, on a, disons, entre 25 et 30 ans, en moyenne, un âge où beaucoup de femmes commencent à songer à avoir des enfants. Le nombre de personnes qui vont dire « Mais toi, tu prends la pilule, t'as quelqu'un ?» Non, parce que tu vas pas tomber enceinte pendant tes 6 mois de stage. Ça, c'est des phrases qu'on entend encore et qui sont totalement anormales. Des remarques sur les étudiantes enceintes, t'avais qu'à pas tomber enceinte, si t'es fatiguée, c'est ton problème. Et en fait, ça, j'espère que petit à petit, ça va quand même changer. Face à mes patients, j'essaye du mieux que je peux d'être à l'écoute, de comprendre leur souffrance ou leurs besoins. Après, des fois, c'est pas évident, bien sûr. Surtout quand les patients expriment ses besoins ou ses souffrances par de la violence verbale ou de l'énervement, ce qui peut arriver notamment quand on a attendu 6 heures aux urgences. Mais après, je pense que par rapport à l'empathie, l'important c'est d'en avoir assez sans en être débordé pour ne pas on prenne toutes les émotions et les souffrances des gens sur nous-mêmes. Je pense que c'est un apprentissage de tous les jours et que je ne cherche pas spécialement à m'en protéger, j'essaye juste de trouver le bon équilibre. Je pense aussi qu'une des difficultés du métier de médecin, mais pas que de médecin, c'est qu'on est régulièrement confronté à des situations ou à des personnes pour qui on ne peut malheureusement plus rien faire ou sur le plan médical ou tout simplement qui sont confrontés à une situation que nous n'avons pas les moyens de régler, que ce soit une situation personnelle ou une situation professionnelle. Et
être confronté finalement à son impuissance. C'est une expérience qui est aussi assez difficile, mais qu'il faut apprendre à accepter. Et je pense que dans ces circonstances-là, finalement, il nous reste que l'humanité, que le fait d'être à l'écoute de l'autre et d'être empathique avec lui. Et je pense aussi que finalement, c'est un des versants les plus durs de ce métier, mais c'est aussi un des versants les plus beaux. Des fois, on absorbe la souffrance de la personne en face, alors on s'en rend plus ou moins compte. Et puis, au bout d'un moment, on sent qu'on déborde. Et je pense que là, j'ai été pour le coup beaucoup aidée par mes parents qui m'ont plusieurs fois, quand j'étais dans des stages particulièrement difficiles, comme la réanimation ou l'accueil des accidentés de la route, qui m'ont poussée à aller voir la psychologue du service en disant n'attends pas de craquer pour aller parler, pour aller déverser un peu les choses que tu as vécues. Et il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de honte à demander de l'aide si tu en as besoin. C'est difficile ce que tu vis, donc n'hésite pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important et qui m'aide au quotidien à prendre du recul. Touchée parfois au plus profond d'elle-même par ses patients, Célia l'aide aussi par la détresse du quotidien, celle notamment des personnes à la rue. J'ai rencontré un soir un monsieur qui mendiait sur la place Sénart à Vincennes. Et ce monsieur avait un bonnet Pikachu, ce qui m'a un peu interpellée. Et c'était au moment du marché de l'Avent, donc je lui ai acheté une crêpe et je lui ai offert. Et son regard, lui aussi, m'a interpellée. Et c'est suite à cette rencontre que j'ai écrit, en fait, enfin que j'ai commencé l'histoire de mon roman qui s'appelle La rue qui nous sépare. Les personnes qui vivent dehors et que j'ai régulièrement pu croiser à Vincennes ou ailleurs, m'ont toujours beaucoup touchée. Et je pense que c'est probablement pour cette raison-là que j'ai voulu écrire sur ce sujet. Mettre en lumière finalement les personnes qui vivent dehors et qui, de par leur statut social, nous semblent souvent très différentes de nous et pas accessibles et finalement on préfère parfois ignorer. Et j'avais envie d'essayer de les montrer sous un autre jour si je le pouvais, en tout cas d'exprimer par l'écriture mon opinion, mon approche ou en tout cas les questionnements que peuvent faire naître les personnes qui mendient quotidiennement et que je peux croiser. Il y a eu beaucoup de rencontres, je pense, avec des personnes sans-abri qui m'ont marquée, mais peut-être que c'est pas forcément, ce sont des rencontres pas forcément au sens où on l'entend, simplement des regards ou des sourires. Et ça arrive encore très fréquemment. Je crois que c'était il y a peut-être une semaine de ça. Il y a un monsieur qui parlait fort dans un wagon pour expliquer sa situation. Et puis nos regards se sont croisés. Et il a vu que je lui souriais malgré mon masque. Et lui, il n'en avait pas pour le coup. Et il m'a fait un immense sourire qui m'a complètement réchauffé le cœur. Et je pense que ça, en fait, c'est quand on ose regarder ces personnes et qu'on leur sourit, souvent on reçoit beaucoup en retour. Et ça, je pense qu'effectivement, ce sont des rencontres qui m'ont marquée et qui me marquent tous les jours. On est plein de bonne volonté, j'ai envie de dire. On a envie d'aller vers l'autre et puis on est freiné par beaucoup de peurs, beaucoup de craintes, beaucoup d'idées qui nous empêchent d'aller vers une personne qui vit dehors. Et justement, c'est un des propos du roman que j'ai écrit où la jeune femme, donc la protagoniste, Noémia, qui est étudiante, qui vient d'un milieu plutôt aisé, n'ose pas aller vers le jeune homme de son âge qui mendie et qu'elle croise tous les jours. À chaque fois qu'elle souhaite faire un pas vers lui, elle est arrêtée par une myriade de questions, de préjugés, de doutes. Et je me suis vraiment inspirée de mes doutes et de mes questions pour décrire ces pensées. Et finalement, il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit qu'ils se sont reconnus dans ces questionnements et dans ces doutes. Et le fait qu'elle les franchisse et qu'elle les dépasse, je pense, peut donner une idée de comment faire pour soi-même arriver à faire un pas vers l'autre. Donc je pense que c'est surtout l'idée d'oser.